Fin 2020, Red Bull Racing annonce le remplacement d'Alexander Albon par Sergio Pérez. En cause des résultats médiocres, et que ce soit en interne ou en externe, la presse, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il n'avait pas le niveau. Pourtant aujourd'hui, il est considéré comme étant l'un des meilleurs pilotes sur la grille. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé chez Red Bull? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, Alexander Albon, il s'est reconstruit pour devenir l'un des tout meilleurs pilotes de la grille? Premièrement, il faut savoir que Alexander Albon, il aurait jamais dû arriver en Formule 1. Leclerc, il disait même à l'époque que s'il est bien un pilote contre qui il a roulé qui mérite d'arriver en Formule 1, c'est bien lui. Parce qu'Albon, ça a toujours été un pilote talentueux. Sauf que Albon, il a vraiment pas eu de bol. Déjà, son début de carrière, il va gravement être affecté par des problèmes familiaux qui vont l'empêcher de développer une assurance et une confiance en lui. Par conséquent, il n'arrive pas à gérer correctement la transition entre le karting et la monoplace. Et en 2012, il va finir sa saison de Formule Renault par une anonyme 17ème place. Conséquence, il est sorti du programme jeune pilote de Red Bull. Mais comme j'ai dit, Albon, il est talentueux et il va pas s'effondrer. Petit à petit, il va grandir et prendre confiance en lui. Et en 2014, il finit 3ème de ce même championnat, ce qui lui permet d'accéder au championnat d'Europe de Formule 3 en 2015, puis au GP3 en 2016. Oula, attends, c'est quoi ces catégories-là? C'est vrai, à cette époque, les championnats, c'était pas pareil. Mais pour la faire simple, le GP3, c'est la Formule 3 d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Et il a performé? Ouais, absolument. Il finit 2ème en 2016, juste derrière Charles Leclerc. Fait donc naturellement le pas en F2, mais là encore, c'était pas simple. Contrairement à d'autres, sa place, elle était pas du tout assurée en Formule 1 l'an prochain. Même pire, chaque semaine, il savait même pas s'il allait rouler le week-end. Ah, et pourquoi? Parce que le team principal, il savait pas s'il était assez bon pour rouler dans sa voiture, donc il cherchait d'autres pilotes. Mais au fur et à mesure, il s'est dit bon, peut-être qu'Albon, en fait, on peut le garder parce qu'en fait, il est bon. À la fin de sa 2ème saison, il arrive à accrocher la 3ème place au classement, juste derrière George Russell et Lando Norris. Mais à la différence de ses compagnons, lui, comme je l'ai dit, il n'avait pas de baquet en Formule 1 prévu. Parce que depuis que Red Bull l'a éjecté en 2012, il fait pas partie de notre académie. Et c'est vachement plus compliqué de rentrer en Formule 1 si tu fais partie d'aucune académie. Et pourtant, il a essayé, puisqu'il a demandé à tout le monde s'il n'y a pas une petite place pour lui. Et bon, ça a surtout été des noms. Il a même appelé Helmut Marko. Mais lui aussi lui a répondu non, il n'y a pas de place. Donc à la mi-saison, il prévoit le coup et il décide de signer un contrat de Formula I avec Nissan. Pas dingue quand les autres vont en Formule 1. Et détrompe-toi, parce que contrairement à d'autres, pour lui, ne pas arriver en Formule 1, c'était pas si grave au final. Pourtant, la Formule 1 c'est censé être le Graal de tous les pilotes, pourquoi pas lui? Alors, c'est pas qu'il voulait pas, loin de là. Mais après tout ce qu'il a traversé, lui, tout ce qu'il voulait surtout, c'est devenir un pilote professionnel. Et puis la F1, au final, c'est pas si pire, Donc alors qu'il devait tranquillement se diriger vers la Formula I pour la saison 2019, plot twist dans l'histoire, il y a un homme qui va absolument tout changer. Et cet homme, c'est Daniel Ricciardo. Dans les semaines qui suivent la signature d'Alexander Albon avec Nissan à la mi-saison, Daniel Ricciardo, il annonce son départ de chez Red Bull pour l'année suivante. Et ça, personne n'était préparé, même pas Horner ou Marco. Pourtant, vu comment ils ont géré l'affaire de Bakou, ils auraient dû s'en douter. Et forcément, qui dit départ de Ricciardo, dit baquet de libre. Et quel baquet, messieurs dames, celui de Red Bull. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont proposé à Albon? Non, tu mets pas un rookie ou un pilote ultra jeune dans un environnement avec autant de pression où tu sais qu'il va pas réussir. Non, ils vont promouvoir Gasly, ce qui va permettre de libérer un siège chez Toro Rosso. Oui, logique, d'accord. Mais du coup, vu qu'il avait un contrat avec Nissan, comment ça s'est passé? Là, l'anecdote, elle est marrante, tu vas voir. Avant la dernière course de la saison en Formule 2, Marco, il demande à Albon de venir le voir dans son bureau. Et à l'époque, le Thaïlandais, il travaillait comme pilote de simulateur chez Mercedes. Il lui demande comment ça se passe, combien il gagne, etc. afin de faire de lui un pilote de développement pour Red Bull. Le rendez-vous se passe bien et chacun sont sur leur position. Il lui dit qu'il va le recontacter d'ici 24 heures. Après le week-end de course, il lui demande de revenir. Il continue à travailler sur le contrat et au moment où ils se mettent d'accord et qu'Alexander Albon allait quitter son bureau, Marco lui demande « Et au fait, ton contrat en Formula I, ça se passe comment? Tu peux le résilier ou pas ?» Et Albon, qui avait mis une clause qui lui permettait de quitter son contrat au cas où il y avait une opportunité en Formule 1, lui répond que oui, si jamais il peut le résilier. Marco acquiesce et lui fait « Ok, très bien. Je te recontacte. » Et 24 heures après, il le rappelle en lui disant « On va faire de toi notre pilote Toro Rosso. On l'annonce dans 1 heure. » Ah ouais, belle surprise que l'annonce comme ça. Fallait pas qu'il se mette à refuser. Ah non, c'est clair. Et de toute façon, il y a très peu de monde qui refuse la Formule 1. Alors au-delà de son excitation certaine, c'est surtout des doutes qui l'ont emparé rapidement. Et en réalité, c'est assez légitime quand on connaît son passé d'un pilote qui a beaucoup manqué de confiance en lui. Et puis, il avait jamais piloté de Formule 1. Forcément, il a de l'appréhension. Les autres non plus, à ce que je sache. Les Norris et les Russell, ils ont déjà fait des tests privés. Petit avantage. Mais qu'importe, puisque après une seule course, il se sent déjà à sa place et prêt à tout donner pour rester en Formule 1. Et c'est là où les choses vont sérieusement commencer à se compliquer pour lui. On en a parlé dans la dernière vidéo, Toro Rosso c'est une équipe qui est là pour former les jeunes pilotes afin qu'ils puissent un jour aller gagner chez Red Bull. Sauf qu'avec Albon, ça s'est pas passé comme prévu. Ça devient une constante dans sa carrière les imprévus. Ouais, clairement, et pourtant sur le papier, ça devait être génial. Après seulement 6 mois chez la petite équipe, il est promu chez Red Bull. Et là encore, l'anecdote, elle mérite d'être racontée. Rebelote à la mi-saison, tonton Marco l'appelle dans son bureau en Autriche, et Albon il part là-bas en pensant qu'ils vont discuter de son nouvel appartement à Monaco. Et en effet, pendant toute la discussion, ça a tourné autour de son futur logement, comment elle allait faire, etc. Et puis à la fin, au moment de partir, encore une fois, il lui dit
D'ailleurs, t'es un pilote Red Bull maintenant, on fait l'annonce dans 2 heures. C'est que Marco, il a une façon bien précise d'expliquer les choses à ses pilotes, hein. Mais bon, qu'est-ce qui s'est mal passé cette fois-là? Et bah disons que peut-être que 6 mois, c'est un poil short pour préparer un pilote pour aller chez Red Bull, hein. Déjà que 1 an avec Gasly, c'était pas suffisant. 6 mois, laisse-moi douter, hein. Après, je veux dire, quand on revient sur son passage chez Toro Rosso, il était bon, hein, voire très bon pour un rookie. Il a marqué des points à plusieurs reprises, il est assez proche de son coéquipier Daniel Kvyat, qui avait quand même beaucoup plus d'expérience que lui. Mais à 23 ans, avec une demi-saison dans les jambes, Albon, il se sentait pas prêt, mais alors pas prêt du tout à prendre cette place. D'accord, je veux bien, mais bon, le train il passe pas 2 fois, hein. Si t'es pas prêt à te battre pour les gros, il y a un moment donné, il faut savoir faire face à l'adversité, hein. Lewis en 2007, il jouait déjà le titre, hein. Ah, je dis pas le contraire, hein, clairement, mais c'est pas les mêmes pilotes, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes écuries, c'est difficile de comparer. Même Verstappen, il est passé chez Toro Rosso, hein. Il y a très peu de pilotes qui sont capables de faire le jump tout de suite. Et clairement, Albon, il savait que le train, il allait pas passer 2 fois. Donc évidemment qu'il a accepté. Tu roules pour avoir cette opportunité un jour, et c'est pas tous les jours qu'elle peut arriver. Alors il l'a prise et il s'est dit que ce qui devra se passer, bah, se passera. Et c'était pas très joli, on va pas se le cacher, hein. Et malgré qu'à l'époque, les déclarations de Christian Horner étaient assez bienveillantes à son égard, Horner bienveillant avec ses pilotes, mais demande à Pierre et à Checo ce qu'ils vont te répondre, hein. Bon, il disait souvent que ce n'était que sa première saison, qu'il n'y a pas de stress à avoir pour les 6 prochains mois. Il est là pour apprendre, et s'il fait des erreurs, c'est pas si grave. Sauf que ce qu'il n'avait pas vu venir et ce que personne n'avait vu venir, en fait, c'est que les problèmes, ils allaient pas forcément venir de la voiture. En fait, son arrivée chez Red Bull, elle s'est accompagnée d'une pression médiatique qu'il n'avait jamais connue auparavant. Toutes ses performances, elles sont commentées. Il a des obligations médiatiques et marketing de partout. Il avait clairement mis les pieds dans un autre monde. Et il était pas prêt. Il était tellement pas prêt qu'il avait pas du tout de staff autour de lui. Le gars gérait tout seul. Enfin, gérait. Et ça y est. Pas de manager, pas de community manager, juste lui et son physio. Donc t'es en train de me dire qu'il s'est fait battre par Verstappen juste parce qu'il y avait trop de pression médiatique autour de lui? C'est pas un peu gros ton histoire là? Alors non, c'est pas la seule raison, hein, mais vois plutôt ça comme la base du problème. Albon, il a déjà répété, il est plutôt quelqu'un d'introverti. Et cette pression médiatique monumentale, elle va jouer un rôle crucial dans sa faillite mentale. Sachant que chacune de ses performances va être commentée par la presse, il commence à plus piloter comme avant. Il est dirigé par la peur de mal faire et le stress. En conséquence, il était toujours tendu dans la voiture une fois en piste, et ça, bah, c'est pas bon si tu veux être précis avec ta monoplace. Et puis il y a au moins 3 autres choses qui l'ont conduit à l'échec. La première, elle est liée à tout ça, c'est son incapacité à tisser des liens avec les gens en interne, de par sa peur de mal faire et surtout son inexpérience avec les Formule 1. Il se sentait pas en mesure de donner un bon retour technique à ses ingénieurs. Il n'arrivait pas du tout à les rassembler derrière lui pour que la voiture puisse lui convenir. Il pouvait pas lui donner des conseils en interne, ses patrons ou même son ingénieur de piste, tiens. Bah là encore des problèmes, hein. Il a vraiment pas eu un contexte facile. Horner et toute la compagnie, bien évidemment, qu'ils ont essayé de l'aider. Mais leurs conseils, c'était pas non plus les plus efficaces, parce qu'ils ont pas forcément beaucoup d'expérience dans le développement d'un jeune pilote. C'est clairement pas le même type de conseil que Franz Tost aurait pu lui donner ou les gens de chez AlphaTauri. Eux ont l'habitude parce qu'ils sont là pour former des jeunes pilotes. Red Bull, ils sont pas censés t'aider à progresser, parce que t'es censé être prêt quand t'arrives. Donc ça a pas été suffisant du tout. Et puis devine quoi? Son ingénieur de piste, lui aussi c'était un nouveau. Et il venait pas de la Formule 1. Donc lui non plus, il a pas pu beaucoup l'aider, hein. À la boulette. Ah ouais, d'accord, vraiment rien pour l'aider. Et puis enfin, le troisième point, Max Verstappen. Au fur et à mesure de la saison 2020, il a demandé à ce que le développement aille de plus en plus dans un réglage extrême. La voiture, elle était tellement sensible qu'il fallait un niveau de précision que personne à part lui pouvait avoir. Maintenant, vous connaissez le contexte, vous savez pourquoi Albon a eu autant de mal à piloter cette voiture et pourquoi il n'a pas réussi à faire en sorte que cette voiture soit dans un développement qui lui convient. Après de nombreuses de longues remises en question qui ont mené absolument à rien, bah, la sentence était inévitable. Il a été remplacé à la fin de la saison par Sergio Pérez. J'espère que Marco il a pas recommencé avec son petit jeu par contre, hein, pour l'annoncer. Non, et heureusement parce que j'imagine pas la scène. Hein. Et si dans les faits ça peut paraître horrible comme situation, bah en réalité c'est sûrement la meilleure chose qui a pu lui arriver dans sa carrière. Une saison de loin de la piste, et peut-être même plus en fait, c'est ce qu'il attendait pour 2021. Premièrement, il est devenu un pilote de développement pour Red Bull, ce qui était prévu en 2019. Ah donc ils l'ont viré mais pas trop en fait, ils ont dit on veut dans nos voitures, mais pas celle que tu penses. Voilà, parce qu'il savait qu'il était capable de développer une voiture s'il était dans un bon contexte. Et au final, il a toujours été proche de la piste parce que chaque week-end, il se rendait avec les gens de chez Red Bull sur le circuit. Et petit à petit, à force d'apprendre, il va commencer à se reconstruire. Et puis il va aussi aller rouler en DTM, ce qui va lui permettre de rouler dans des voitures qui sont certes beaucoup plus lentes que la Formule 1, mais qui vont l'aider à comprendre comment bien gérer son pilotage, comment avoir confiance dans la voiture. Il va commencer à voir la course différemment, avec plus de lucidité et plus de confiance. Et puis surtout, ce qui est primordial et ce qui va l'aider à se reconstruire mentalement et faire de lui le pilote qu'on a aujourd'hui, c'est la fin de la pression médiatique. Dites-vous qu'il passe d'un contexte où chaque week-end en ouvrant les réseaux sociaux ou lors des interviews, on lui rappelait sans cesse que Max, il le domine en course en qualif, a plus aucun bruit. Et croyez-moi, ça a dû lui reposer la tête. Et tout ça, ça lui a permis de remettre les choses en perspective. Et premièrement, il a décidé de s'entourer des bonnes personnes. Comme ça, ils pourront gérer tout ce qui n'est pas du ressort de la piste. Non, c'est fou en vrai de se dire qu'il a quand même fait 1 an et demi chez Red Bull sans aucun management et qu'il a dû naviguer ça tout seul.
J'avoue, c'est chaud. Exactement, plus question de réitérer les mêmes erreurs. Fini de dire oui à toutes les propositions marketing, maintenant il se fait passer avant tout, qu'importe ce que les autres vont en penser. Et enfin, la dernière étape de son projet, la plus importante finalement, retrouver un baquet. Alors, parce que c'est bien de rouler en DTM, c'est bien de te construire mentalement, mais si tu roules pas en Formule 1 au final, ça sert pas à grand chose. Alors il va de lui-même se lancer dans des négociations avec d'autres écuries. Il s'était barré un manager justement pour éviter de faire ce genre de choses. Et bien c'est là où il a un coup d'avance sur les autres, parce qu'en allant en personne voir les teams principaux, il va directement créer un lien humain et montrer sa détermination à piloter pour eux. Et c'est finalement chez Williams qu'il va rebondir. Just Capito, leur team principal en 2021, il avait besoin de quelqu'un pour remplacer George Russell. Et comme dans tous les business, Albon il a pu profiter d'un George Russell qui a conseillé ses services à son ancien team principal. Ah, du pistonnage même en Formule 1 quoi. Oh bah demande à Lance Stroll, il va te dire. Et clairement Williams c'est l'écurie parfaite pour sa situation. Moins de pression et beaucoup plus de liberté. Il a compris ce qui n'allait pas dans son comportement chez Red Bull et tout ça s'est effacé. Plus aucune tension dans le pilotage, il comprend ce qu'il faut et il fait ce qu'il faut. Et les résultats ils parlent d'eux-mêmes. De P10 en 2022, ils sont P7 en 2023. Quasiment uniquement grâce aux performances d'Albon. Mais surtout au-delà des résultats en piste, c'est tout ce qui se passe derrière en interne qui est ultra important et impressionnant. Il a désormais acquis les capacités pour diriger le développement de la monoplace et rassembler l'équipe autour de lui. Allez, je vais vous donner un exemple. L'équipe en début d'année 2023, ils se sont rendus compte que la voiture n'était pas au niveau qu'ils espéraient. Et vu que James Wolf il est pas là pour rigoler et que les employés c'est des passionnés, ils sont mis à bosser comme des malades. Les gars dormaient à l'usine pour apporter une amélioration le plus vite possible. Ouais, ça c'est du dévouement en effet. Et résultat, lorsqu'ils amènent l'amélioration, Albon il finit P7. C'était leur premier point depuis Bahreïn, la première course. Il y avait 7 grands prix d'écart. Et une performance comme ça, c'est un énorme signe que t'envoies à toute ton équipe. Tu leur montres que leur travail, il n'a pas été vain, que ça en valait la peine et que tous ensemble, ils peuvent réellement faire remonter cette équipe. Ok, je veux bien, mais c'est leur job. Si les améliorations, elles marchent, encore heureux. Ouais, d'accord, mais regarde où est-ce qu'il finit, Sargent. Dans le mur? Non. Mais il a abandonné sur problème mécanique. Mais avant ça, il était dans les derniers. Et au-delà du fait que c'est un rookie et que forcément pas lui en demander autant, bah si Albon il était au niveau de Sargent, finissent pas dans les points, finissent dernier. Et tout le monde est déçu parce que ils auront bossé comme des fous pour rien. La voiture elle est pas meilleure. Alors que si, la voiture elle est bonne, l'amélioration elle en valait le coup parce que Albon il le prouve. Il apporte de l'espoir et en découle une motivation beaucoup plus forte dans toutes les équipes. De par ses résultats, il arrive à montrer le chemin et amener avec lui tout le monde. Aujourd'hui, si vous regardez n'importe quelle chaîne Formule 1 en France, les pistonnés, des Piello, l'œil du paddock, tout le monde va vous dire Alex Albon, c'est un très bon pilote. Pareil en Angleterre, pareil sur les chaînes Sky Sport, Canal+. Tout le monde s'est mis d'accord. Et quand on voit ses performances, ça semble logique. Ouais, mais moi à la base, j'étais un immense rageux d'Albon parce qu'il avait pris la place de Gasly chez Red Bull. Je l'avais là. Et quand même, je me dis qu'avec le recul, si Red Bull avait laissé les 3 ans Alexander Albon chez Toro Rosso, sûrement qu'on aurait eu cette version, ou du moins une version très similaire de lui, chez Red Bull. On peut dire la même chose de Gasly. Oui, clairement. Après, on peut aussi se dire que ce sont ces expériences négatives chez Red Bull qui ont fait d'eux les pilotes qui sont aujourd'hui. Alors maintenant, forcément, la dernière question que beaucoup de monde se pose, c'est Albon chez Williams. Ok, mais pour combien de temps encore? Bah parce que s'il est si fort, pourquoi il resterait chez Williams indéfiniment? C'est pas une question facile et lui-même il est en pleine réflexion, il est clairement entre deux chaises. Parce que d'un côté il sait que Williams lui a tendu la main, qu'il veut être redevable et qu'il s'est beaucoup attaché à cette équipe. Il a beaucoup dit en interview qu'il veut remonter sur le podium avec eux. Il veut gagner avec eux parce que James Wolf il fait un travail monstre et ces gens méritent ça. Mais la tâche émotionnelle elle pourra pas durer trop longtemps. Albon il a 27 ans aujourd'hui, en 2026 il en aura 29 et il sait que son meilleur niveau il est dedans et il sait pas pour combien de temps ça va durer. Si à court terme, Williams c'est la solution et il va sûrement y rester, si à moyen et long terme, une opportunité dans une plus grosse écurie se propose, nul doute qu'il sera l'un des premiers choix et qu'il voudra sauter sur l'occasion. Donc rendez-vous en 2026 pour voir si Alexander Albon, il aura la chance de peut-être jouer le titre. Merci à tous, c'était Georges. Salut.